Eh bien, rebonjour à tout le monde. Le sujet du jour, c'est donc l'utilisation de Persist dans vos programmes pour fabriquer vos propres applications Panorama E2. Donc, on démarre tout de suite. Donc, l'agenda du jour, c'est très simple. Nous commençons avec ce qu'est Persist, comment ça fonctionne et surtout à quoi ça sert. Ensuite, une démonstration avec en premier lieu une description de ce que nous allons réaliser et ensuite la manipulation proprement dite faite par François. Finalement, un récapitulatif de la présentation du jour et pour terminer, vos questions et si possible nos réponses. Donc avant tout, je tiens à préciser que nous allons utiliser des notions de programmation dans ce web séminaire, principalement sur du Visual Studio C#, avec un petit peu de Panorama Studio, surtout les notions utilisées dans le Panorama. Donc sans forcément être expert, on suppose que vous connaissez ces outils. On ne va pas les présenter en détail, on va juste se focaliser sur des points concernant Panorama Studio et Persist. Donc comment fonctionne Persist? Donc habituellement, on utilise Panorama Studio pour créer des applications Panorama. Donc principalement ce sont des fichiers. Tout n'est pas réalisé directement par Panorama Studio. En réalité, Panorama Studio s'appuie sur un élément extérieur pour manipuler les applications. Cet élément s'appelle Persist. C'est un module, plus précisément c'est une DLL, une Dynamic Link Library. C'est donc une bibliothèque logicielle de liens dynamiques qui nous permet de manipuler des applications Panorama. C'est un ensemble de fonctionnalités mises à disposition par un logiciel pour être utilisé dans d'autres programmes. C'est livré donc en standard dans Panorama E2, c'est public et surtout c'est documenté. Le fait de sortir cette fonctionnalité de Panorama Studio nous apporte quelques souplesses sur le développement et sur la maintenance du produit. Parce que si on a un logiciel qui nous permet de fabriquer des applications, il nous en faut aussi pour les lire. Donc on a d'autres programmes qui gravitent autour de Persist, qui l'utilisent pour aller lire ou écrire des applications Panorama. Donc on a bien sûr l'outil d'exploitation, Composer et l'outil de supervision. On a aussi des outils comme l'importation de BACnet qui permet d'aller lire une configuration à partir d'un fichier ou en explorant le réseau et de créer des applications Panorama. Donc toute amélioration réalisée dans Persist est répercutée dans les autres programmes qui gravitent autour. Donc plus en détail, les fonctionnalités de Persist, c'est toutes les fonctionnalités qu'on va retrouver par exemple dans Panorama Studio. Donc principalement on utilise Persist pour aller modifier les applications Panorama, c'est-à-dire instancier des composants, paramétrer des objets et des connexions, incruster des vues, les outils habituels. Maintenant, on peut aller attaquer Persist et des applications pour, par exemple, aller compter des éléments dans une application. Ou si votre client a un besoin particulier dans une documentation d'un produit livré, sur comptabiliser le nombre d'alarmes présentes dans une application avec l'ensemble des libellés. On peut aussi aller paramétrer plus finement les droits des utilisateurs, ou encore créer et modifier des modèles de composants, ce qui est beaucoup plus rare. Donc vous pouvez, à travers l'utilisation de Persist, fabriquer un programme informatique qui s'inspire d'une source de données extérieure, donc une base de données, un système d'information, etc. Et aller écrire ou lire des informations dans une application Panorama. Mais, dans quel cas a-t-on recours à Persist? Je dirais qu'il y a deux grandes familles principales dans les cas où on utilise Persist, et le cas un peu plus particulier, qui peut d'ailleurs inclure ces deux grandes catégories. Donc la première catégorie, ce serait lorsqu'on a un grand nombre d'éléments à générer. Donc, je vais prendre un exemple assez simple, c'est par exemple une unité d'exploitation dans un hôpital ou un grand bâtiment qui doit superviser ou renseigner des informations liées à un système de détection incendie. Donc on peut avoir jusqu'à facilement 50 000 points de mesure de détection incendie. Donc on ne va pas les fabriquer à la main dans une application, on va avoir tendance à aller extraire les informations de configuration des automates de sécurité incendie pour populer une application de supervision. Le deuxième point, c'est lorsque nous avons des installations qui ont besoin d'être modifiées souvent ou agrandies. Donc là, on va éviter de faire des choses à la main pour éviter de casser des éléments déjà produits ou faire des erreurs. On va chercher à régénérer une partie de l'application. Et le dernier cas, c'est lorsque, le cas particulier, ce sont les applications qui nécessitent un peu plus de souplesse que Panorama Studio. Dans Panorama Studio, vous avez des outils qui permettent de paramétrer facilement des instances avec des caractéristiques particulières.
mais parfois vous allez avoir des instances qui vont réellement différer et trop différentes pour être générées dans un seul modèle. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez maintenir qu'une seule application générique qui va regrouper tous les cas de figure particuliers de vos applications et à partir d'un programme avec un fichier de paramétrage, dériver, générer une application à partir de celle-ci qui sera spécifique à chacun de vos installations, à chacun de vos sites différents. Voilà, nous passons à la démonstration, donc c'est un peu plus technique, donc je passe la main à François. Merci. Rebonjour. La démonstration, comme Julien l'a dit, va essentiellement se dérouler en regardant du code. Donc on a choisi de ne pas écrire le code devant vous pour que ça se déroule un petit peu plus vite et que ce soit moins monotone. Mais on va quand même effectivement lire pas mal de code. Donc on va commencer par quelques slides pour expliquer ce que l'on va regarder dans le code. Donc on a choisi de travailler sur un petit programme qui va à partir d'un fichier texte, dont un exemple est affiché ici, qui va nous permettre, en lisant ce fichier, donc en découvrant une liste de stations, d'instancier dans l'application des composants correspondant aux stations. Et ensuite, prendre sur chaque ligne, comme on voit ici, l'adresse de chaque donnée. Donc par exemple, pour la station 1, on va lire que l'adresse de l'état de la pompe 1, c'est le mot 1, bit 6, etc., etc. Et donc notre programme va devoir lire ce fichier, instancier nos stations, et ensuite, et une fois qu'il aura instancié, donc ça va nous générer, voilà, on a ici les stations qui sont instanciées avec la configuration reportée. Donc voilà ce que va faire notre programme. Ça, ce sera la première étape. Et la deuxième étape, en fait, ça va être exactement l'inverse. C'est-à-dire que on va découvrir le contenu de l'application et on va régénérer un fichier. Donc bien entendu, entre les deux, on aura manuellement rajouté une station dans l'application pour bien voir que tout fonctionne bien. Voilà. Donc maintenant, on va faire une petite présentation détaillée de Persist et des notions propres à cette librairie, de façon à ce que ce qu'on va voir dans le code soit un petit peu plus clair. Donc, Persist, à la base, comme l'a dit Julien tout à l'heure, c'est une librairie. Cette librairie, c'est celle qui est utilisée par tous les outils Panorama. Et donc, la librairie Persist est capable de charger simultanément plusieurs applications. Quand on est dans Pano Studio, on peut ouvrir plusieurs applications et on voit comme ça, les applications sont lues par Persist et ensuite affichées. Donc pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous on va faire du mono-application dans notre programme. On va demander à Persist de charger notre application de démo. Et ensuite on va voir ce qu'il y a dedans. Et donc en termes Persist, ça veut dire qu'on va trouver sous notre objet Persist PRS application, qui correspond à notre appli de démo, on va trouver des objets qui correspondent aux unités. Donc on voit ici unit 1, parce que dans notre appli de démo, on aura une unité. Et ensuite, à l'intérieur de cet objet unité, on va trouver des sous-objets. Et donc, ici dans l'exemple, on voit on a une station, et donc dans unité 1, on va trouver un objet PRS Object qui correspond à notre station. Voilà. Dans l'exemple qu'on va faire aujourd'hui, on ne va pas aller beaucoup plus loin, on va s'arrêter là, mais si on avait besoin, on pourrait toujours, depuis notre programme, rentrer à l'intérieur de la station pour aller voir les objets qui composent le composant. Aujourd'hui, notre programme il va se contenter, sur l'objet station, d'accéder aux propriétés adresse pompe 1, comme on voit ici, pour les renseigner. On va maintenant accéder à Visual Studio. Alors, on va d'abord ouvrir notre petite application. Voilà, donc dans cette application, actuellement, notre unité 1 ne comporte pas d'objet, et on a bien dans notre dossier composant le module démo avec notre composant station et les propriétés qu'on a vues tout à l'heure. Donc maintenant, on va ouvrir notre projet Visual Studio et on va commencer à regarder un petit peu le code que l'on a écrit pour traiter la première partie de l'exercice. Donc la première partie, c'est la lecture du fichier et la création dans l'application des objets énumérés dans ce fichier. Alors, le programme, il est en fait constitué par une seule et même fenêtre. Voilà, c'est tout simple. On a ici un élément qui est fourni par Panorama à côté de Persist. C'est un contrôle qui permet tout simplement de désigner le projet, l'application sur laquelle
on va vouloir travailler. Donc, ensuite, on a un bouton importer qui correspondra à notre premier exercice et un bouton exporter pour la deuxième partie. Et cette petite fenêtre, c'est une zone texte qui va nous permettre de suivre le déroulement du programme. Voilà, donc notre bouton importer qui correspond à la première partie de l'exercice. Donc on est ici dans notre bouton importer. Alors il y a un certain nombre de codes qu'on a cachés parce que c'est pas très intéressant, donc voilà, c'est tout ce qui est déclaration. On va se concentrer sur ce qui nous intéresse, c'est-à-dire la partie du code qui utilise persist. Bien, donc première étape pour utiliser persist, c'est ici l'initialisation. Donc on va créer un contrôle persist de façon à pouvoir commencer à travailler. Deuxième étape, on va charger dans persist notre application. Donc en gros, c'est cette ligne ici qui va tout simplement lire le chemin de l'application que l'on a sélectionné dans notre petit IHM et qui va demander à persist de l'ouvrir. Voilà, donc à partir de ces deux lignes-là, l'appli, elle est en mémoire. Là, on va commencer à travailler dans l'appli. Donc on va regarder si l'unité fonctionnelle unit 1 existe déjà dans l'application. Donc on protège notre code dans cette structure try-catch pour que si elle n'existe pas, on puisse traiter ce cas-là. Si elle existe donc sur l'application, dans les unités de l'application, on demande y a-t-il un objet unit 1. Si elle existe, on va continuer à traiter le programme ici. Si elle n'existe pas, donc l'exécution va se poursuivre à cette ligne-là et on va ajouter l'unité 1. Donc vous voyez ici les deux premières lignes vraiment de travail, trouver un objet, trouver une unité dans la liste des unités de l'application, et ici, ajouter une unité dans l'application. Donc cette ligne-là fait l'ouverture du fichier, donc ce n'est pas particulièrement intéressant pour persist aujourd'hui, donc on va passer. Et à partir de cette ligne-là, on va commencer à parcourir notre fichier ligne à ligne. Donc je vais l'ouvrir pour bien qu'on ait en mémoire la structure de notre fichier, il est ici. Donc c'est un petit fichier Excel. Voilà, donc à partir de là, on lit toutes les lignes du fichier. Donc notre petite fonction nextLine, elle lit une ligne, elle nous renvoie vrai ou faux pour nous dire on est à la dernière ou pas, et elle nous renvoie la ligne lue dans cette variable stringLine. Et donc pour mémoire, ici j'avais mis qu'une ligne est conçue sur ce modèle-là, c'est-à-dire la lecture, comme c'est un fichier CSV, en fait on a chaque colonne qui est séparée par un point-virgule, donc on récupère exactement cette chaîne de caractères ici, c'est-à-dire les différents paramètres séparés par un point-virgule. Donc on utilise la petite fonction magique split qui va automatiquement découper cette chaîne en autant d'éléments de tableau qu'il y a d'éléments entre les points-virgules. Et par exemple, le nom de la station, c'est le premier élément, donc il suffit d'aller lire l'élément 0 du tableau. Voilà. Donc maintenant, on sait que nos éléments 1, 2, 3, 4, c'est les 4 adresses des 4 variables. Donc maintenant qu'on a le nom de la station, on va dans l'unité fonctionnelle unit 1 qu'on a récupérée tout à l'heure, dans la variable unité, on va essayer de voir avec persist si on aurait déjà un objet station qui correspond. Donc un petit peu comme on a fait tout à l'heure pour l'unité, on demande dans les objets de l'unité, y a-t-il un élément qui porte le nom de la station qu'on vient de lire dans le fichier? Si oui, on continue ici, c'est-à-dire configurer les propriétés. Si on n'a pas trouvé d'objet station, à ce moment-là, on va attaquer ici le code qui va créer l'instance de notre composant station. Donc un peu comme l'unité, c'est dans la liste des objets de l'unité, on ajoute cette fois-ci addX avec le nom de la station. Donc ça va créer un objet, mais pour l'instant, c'est juste un objet qui s'appelle comme la station, et pour l'instant, persist ne sait pas qu'il s'agit d'une instance de composant. Donc, comme on l'a vu tout à l'heure, notre petit modèle, il est dans le module de composant démo, et le composant, le modèle, il s'appelle station. Donc c'est par ces deux lignes ici qu'on va indiquer à persist que l'objet station qu'on vient de créer est une instance du composant station. Donc on fait les mêmes opérations que quand on travaille manuellement dans Panneau Studio, mais un petit peu à l'envers. Pour mémoire, dans Panneau Studio, quand on fait clic droit, nouveau, on choisit le module d'abord, donc on choisirait démo. Ensuite, on choisit station, donc la classe. Et au final, Panneau Studio nous demande à saisir le nom. Bon là, c'est un petit peu à l'envers. On renseigne le nom d'abord, et ensuite on choisit la nature de l'objet. Voilà, donc ici, à cette ligne-là, on a créé notre composant.
mais pour l'instant, il n'y a pas eu de configuration sur ces propriétés. Donc c'est ce qu'on s'apprête à faire ici. Et là, tout simplement, l'objet instance station qui avait été renvoyé soit par la recherche, soit par la création, on va appeler sur cet objet la méthode setValue qui va permettre de renseigner une propriété de configuration de l'objet. Le premier paramètre, c'est tout simplement le nom de la propriété qu'on veut configurer. Et le troisième paramètre ici, c'est la valeur qu'on veut lui fournir, qu'on veut lui donner. Donc, vous reconnaissez la suite des éléments de notre tableau. Tout à l'heure, on a lu le 0, c'était le nom de la station. Et ici, 1, 2, 3, 4, c'est les 4 valeurs de propriété. Donc, dans la foulée, l'adresse pompe 1, pompe 2, vanne d'entrée et vanne de sortie, avec les éléments configurés avec les éléments du tableau 1 à 4. Voilà. Donc, notre configuration d'instance est terminée. La boucle, ici, va boucler si on n'a pas atteint la fin du fichier. Et quand on aura fait 4 fois cette boucle-là, on va arriver ici. Donc, notre petit programme va refermer le fichier pour bien libérer toute ressource qu'on aurait pu allouer. Ensuite, on va demander à persist. Donc ça, je vous rappelle, c'est l'objet de base de l'application qui correspond à l'application dans persist. Donc sur cet objet, il suffit d'appeler la méthode save. Et donc, si on a bien une licence de démonstration sur le poste, la sauvegarde est autorisée. Ensuite, ici, on récupère le persist lui-même et on lui demande de refermer l'application. Et là, on décharge bien proprement nos ressources en déchargeant complètement persist et en libérant son utilisation. Voilà, donc là, on a fait tout le travail dans un sens. Donc, ce que je vous propose, c'est d'exécuter ce programme-là. Donc, je lance le programme. Oui, dans Panneau Studio, j'avais bien fermé mon application. Donc, je choisis ici l'application. Donc, on est sur D, Webinar, Application. Et je clique sur Importer. Donc là, petit problème. Ah ben voilà, le fichier est ouvert. Heureusement que j'ai Julien qui m'aide à côté. Comme ça, si je peux arriver à fermer Excel. Non, il ne veut pas Excel. Bon. Voilà, on va fermer Excel et on va voir si on peut continuer. Hop. Voilà. Donc on a passé l'exception et on a réussi à aller jusqu'au bout. Donc on a bien ouvert notre fichier. On a lu ligne à ligne, parce que dans notre petit programme qui lit le fichier, il nous affiche ici ce qu'il a fait. Voilà, donc là, la sauvegarde a été faite, la fermeture de l'application. Donc maintenant, je reprends mon panneau studio et je réouvre la petite application. Donc, cette fois-ci, je vois que j'ai mes stations qui ont été créées. Et si je les affiche ici, j'ai bien les valeurs qu'on avait dans notre fichier pour la configuration. Voilà. Donc maintenant, on va tout de suite attaquer la deuxième étape. On va tout simplement copier, par exemple, cette station-là pour créer une 5e station. Et puis ici, on va mettre quelque chose juste pour bien reconnaître une valeur qu'on aura saisie nous-mêmes. Je sauvegarde et je referme. Voilà. Donc, j'arrête le petit programme. La deuxième partie donc de notre outil, ça correspond ici à le bouton exporter. Donc je double-clique, j'arrive sur mon code de bouton exporter, et là on va faire l'opération inverse. Donc il y a certaines lignes de programme qui sont les mêmes que tout à l'heure. Création de persist, c'est la même chose. Ouverture de l'appli, c'est la même chose. Par contre, maintenant, on va parcourir l'application pour générer le fichier. Donc on commence ici, on va d'abord retrouver notre unité fonctionnelle unit 1. Donc on suppose qu'elle existe. En fait, si cette unité fonctionnelle n'existait pas, on a une exception qui est générée ici, et notre programme va nous sortir ici une petite erreur dans la petite fenêtre de trace qu'on a créée qui nous dira il n'y a pas d'unité 1. Donc il n'y a rien à exporter forcément. Si notre unité 1 est bien trouvée, à ce moment-là, on a une structure ici for each qui permet de boucler sur la totalité des objets qu'on va trouver dans l'unité. Vous voyez ici, on balaye la liste des objets de notre unité. Et à chaque fois qu'on en trouve un, en fait, on lui affecte cette variable instance station. Bon, dans notre appli, il se trouve que l'unité ne contient que des instances de station. Mais normalement, quand on fait une véritable appli, on a aussi des synoptiques, des objets d'historique d'alarme, etc. Donc on est obligé dans le programme de prévoir cette situation.
et on va dire que ici on vérifie que l'objet sur lequel on vient de tomber est bien une instance de station. Sinon, forcément, la lecture des propriétés d'adresse de pompe et autres aurait échoué. Donc là, tout à l'heure, on avait configuré l'instance de station pour être une station en lui fixant son module name et son class name. Là, tout simplement, on relie ces deux valeurs-là. On vérifie qu'il s'agit bien d'un objet dont le module name est démo et le class name est station. Donc, on est sûr que c'est une station. Et à ce moment-là, on peut tout simplement écrire dans le fichier une seule et même chaîne de caractères qui contient toutes les informations qu'on veut, à savoir la propriété name de l'objet station, donc le nom qu'il porte dans l'application Panorama, et ensuite la valeur de la propriété adresse pompe 1, la valeur de l'adresse pompe 2, de la vanne d'entrée et de la vanne de sortie, le tout séparé par nos petits points-virgules pour fabriquer un fichier CSV. Voilà, donc ça fait un for each, c'est-à-dire que ça va boucler sur nos 5 instances, il y en aurait 10, ça bouclerait sur 10, donc ça s'adapte au contenu de l'appli. Et puis une fois qu'on a fini, on va refermer notre fichier, fermer l'appli, et là on n'a pas à sauver puisqu'on n'a pas fait de modif dans l'appli, c'est la fermeture du fichier qui au contraire va sauvegarder les modifications dans le fichier, et voilà, donc on n'a plus après qu'à décharger ça. Donc on fait le test tout de suite, donc je vérifie que je n'ai pas laissé des petites choses ouvertes comme tout à l'heure pour ne pas avoir les mêmes soucis. Je lance mon petit programme, je choisis donc toujours des webinaires applications, c'est bon, et je clique sur exporter. Voilà, donc là, comme on n'a pas eu de problème, ça a été beaucoup plus rapide. Donc on va ouvrir le fichier résultat pour aller vérifier. Voilà, donc là on avait prévu de créer un fichier avec un nom un peu différent, histoire de bien pouvoir conserver les deux fichiers. Et si on regarde, on voit bien que notre fichier a bien les 4 stations qu'on avait créées lors de l'importation, plus notre 5e station avec le petit auto qu'on a créé tout à l'heure. Voilà. Donc, on a fini notre petite démonstration. Donc, on va retourner dans le PowerPoint, si je me rappelle comment on referme le partage écran. Donc, la démonstration qu'on vous a présentée aujourd'hui nous permet de créer des instances d'objets et de lire ou d'écrire des propriétés. On a vu aussi en deuxième partie comment on pouvait parcourir la liste des objets d'une unité. On a aussi vu comment on pouvait retrouver une unité dans l'appli. Voilà, donc ça, c'est les points qu'on a vus aujourd'hui. Donc en une demi-heure, on ne peut pas aborder tout persiste. Donc on n'a pas vu comment on pouvait, par exemple, manipuler des incrustations de vue, comment on fabriquer le projet en partant de zéro, comment on pouvait faire référence à persiste depuis Visual Studio. On n'a pas vu comment on gérait les liens, etc. Tous ces points-là, ils sont soit traités dans la documentation de Panorama, mais ils sont aussi vus pendant la formation dédiée à Persist. C'est une formation qui dure une journée qu'on propose. Donc, si vous avez des besoins en utilisation de Persist, que vous pouvez maintenant peut-être identifier, maintenant que vous voyez bien à quoi peut servir Persist, eh bien, tous ces sujets-là sont traités lors de ces formations dédiées. Voilà, donc on a terminé la conclusion et donc notre présentation. Donc je vais repasser la parole à Christophe pour les questions-réponses. Alors, on va commencer cette séance de questions-réponses. Plutôt de poser une question, on va commencer par un constat. Julien et François, une remarque d'ailleurs, quelques mois plus tôt, j'aurais gagné un temps fou avec Persist. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? C'est exactement la raison pour laquelle on a fait ce webinaire. Ça a beau être un sujet qui peut paraître un petit peu ardu, un petit peu difficile, on s'est dit que c'était la bonne méthode pour que des gens qui ne savent pas ce que c'est que Persist en prennent un petit peu la mesure et découvrent à quoi ça peut servir. Et effectivement, comme le dit Christophe, que ça aurait pu leur faire gagner du temps s'ils l'avaient su plus tôt. Donc on est juste désolé de ne pas l'avoir fait plus tôt. Très bien. Alors, allez, on continue avec des questions bien techniques. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez les envoyer dans la fenêtre QR, tout en bas. Si vous l'envoyez dans la messagerie instantanée, on les récupérera quand même. Mais c'est plus simple pour nous de les envoyer dans la fenêtre QR parce que tout le monde peut les voir. Peut-on modifier les modèles de composants avec Persist? Alors, d'une manière générale, on peut faire dans Persist tout ce que Pano Studio peut faire, puisque en fait, Pano Studio fait tout dans Persist. Par contre, la définition de modèle, on a rarement des situations où on a une base de données qui nous permet de maintenir ou de modifier ou de créer des modèles. Donc, ce n'est pas une partie qu'on a documentée aujourd'hui, mais on ne l'a pas documentée uniquement parce qu'il n'y a pas de situation concrète où ça aurait été utile. Donc, si quelqu'un a une situation concrète, il faut qu'il nous contacte et puis on verra ensemble. Et il n'est pas exclu qu'on lui indique comment faire.
Très bien. La ligne d'entête du fichier CSV est-elle gérée par le NextLine? Alors en fait, c'est dans notre petit programme la partie l'ouverture du code, du fichier, pardon, le faisait. C'est-à-dire que voilà, on a une petite fonction OpenFile qu'on avait fait et qui directement faisait une première lecture de ligne pour sauter la ligne d'entête. Voilà, hein, on avait essayé de simplifier au maximum le code qu'on montrait pendant la présentation, donc en faisant ce genre de petites ruses. Très bien, et on continue avec les questions. Depuis quelle version est disponible Persist? Alors, Persist, c'est la librairie que Panorama utilise pour ses propres accès à l'application. Donc, depuis la version 1.0, voire même avant, en fait, c'est disponible. Alors, c'est documenté, je ne saurais pas dire, mais ça fait déjà au moins 5 ou 6 ans que c'est documenté. Mais voilà, mais depuis la création de Panorama E2, Persist existe. Très bien, alors Julien François, Visual Studio est le seul outil pour utiliser la DLL et faire ce genre de programme? Alors, tout outil de développement peut être utilisé puisque Persist, c'est un ActiveX en fait. Donc, n'importe quel outil de développement capable de manipuler un ActiveX peut être utilisé. En revanche, pourquoi on montre Visual Studio aujourd'hui? C'est que pour faciliter le travail de nos équipes de support technique, on apporte du support technique que pour les gens qui utilisent Visual Studio et le C#. Sinon, on aurait besoin d'une palanquée d'experts dans tous les langages et dans tous les outils de développement et ce ne serait pas possible. Alors, on continue avec les questions. Alors voilà, est-il possible de récupérer, alors je lis la question comme ça, hein. Il y a des personnes qui programment en VBNet, donc la présentation du code C# n'a pas posé de problème. Est-il donc possible de récupérer le projet VS? Le projet Visual Studio. Ah, alors le projet Visual Studio, pour l'instant, non, on n'a pas prévu de le fournir. Sachant qu'il y a des exemples de codes qui sont dans le manuel standard de Panorama, donc on n'avait pas prévu de fournir ce projet-là, parce qu'il est vraiment très très spécifique et conçu sur mesure pour cette démonstration d'aujourd'hui. Très bien, alors on continue. Alors, bon, il y a beaucoup de questions qui concernent la liste calendrier des formations organisées au Panorama. On peut donner des éléments sur ça, comment transférer, comment trouver les infos? Tout est sur le site internet dont on a donné la nouvelle adresse dans le PowerPoint. Il y a un site qui a été lancé hier, donc Le site technique. tout à fait pas que ça se disponible. Ok, alors ensuite on continue sur les questions techniques. Peut-on exporter du XML? Alors, comme vous l'avez vu là, la partie du programme qui lit le fichier, c'est du code .NET. Donc ça veut dire que si le fichier il est en XML, il n'y a aucun problème, on peut lire. Ça ne fait pas partie de Persist proprement dit. C'est tout le code qu'on va rajouter autour pour aller chercher les données. Donc ça peut être du XML, ça peut être de la base de données SQL, de n'importe quoi. Mais il n'y a pas de souci. Par contre, si la question c'est est-ce qu'on peut importer du XML, parce que la base de données Panorama qui est générée par Persist est en XML, là la réponse ce serait non. En fait, on préconise que le seul et unique moyen de modifier les fichiers XML générés par Persist, ça doit rester Persist. Très bien, alors là, vous avez à l'écran l'agenda des formations Panorama, donc je vous laisse noter en gros le lien web. François, on va revenir en écran normal pour que tout le monde puisse poser les questions et je dirais envoyer les questions ou dans un message instantané ou dans la fenêtre questions-réponses. On continue. Quand utiliser le mode métier de Panneau Studio ou bien Persist? Alors tout dépend des données qu'on a. Si on a des données qui sont déjà saisies sous un format informatique, du fichier texte, la base de données, du fichier Excel, la Persist va pouvoir automatiquement transférer ces informations dans l'appli sous forme de valeur de configuration ou d'instanciation d'objets. Alors que le mode métier, c'est plutôt quand on n'a pas ces informations et qu'on veut le faire à la main. C'est un mode dans lequel Panneau Studio offre une interface simplifiée pour que quelqu'un qui n'a pas forcément suivi une formation de développeur Panorama puisse faire de la saisie à la main. Voilà, donc la différence, elle est là. C'est un travail manuel en mode métier, alors que c'est du traitement automatique avec un programme Persist. Alors, quels sont les prérequis pour utiliser la DLL Codera.hmi? Alors ça, la DLL Codera.hmi, c'est une DLL qui permet d'accéder au contenu des synoptiques, c'est-à-dire la partie graphique, les primitives graphiques, les fonctions d'animation, etc. Donc dans la version 5.0
SPA, c'est-à-dire la version actuelle de Panorama, cette librairie n'est pas documentée. Elle a été documentée le mois dernier, on a fini la documentation, donc dans la prochaine version de Panorama, elle le sera. Tout ce qui sera dans ce manuel sera utilisable par tous les utilisateurs de Panorama sans problème. Par contre, là encore, pour des problèmes d'efficacité, le support technique sur l'utilisation de cette librairie ne sera accordé que s'il y a eu une journée d'assistance pour un petit peu le démarrage, parce que c'est une librairie très vaste, il y a énormément de fonctions, il y a pas mal de techniques de codage à connaître, voilà, il faudra avoir une petite journée d'assistance avec un des experts pour pouvoir ensuite avoir des réponses aux questions que vous pourriez vous poser. Mais pour la réponse à la question, c'est tout le monde peut l'utiliser, et surtout à partir de la version 6 où la doc sera fournie systématiquement. Allez, on continue avec les questions. Peut-on utiliser Persist avec d'autres langages que C#? Oui, on peut utiliser avec d'autres langages. Précédemment, il y a encore un an ou deux, les exemples dans la doc étaient en VB.NET. À cette époque-là, le code était plus simple à écrire en VB.NET. Depuis la version 5, on a fait des évolutions dans Persist qui permettent de faire du code aussi simple en C#. Donc la raison pour laquelle on présente le C#, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est pour que notre équipe de support n'ait qu'un seul langage à maîtriser. Donc on a le C# pour les objets utilisateurs, le C# pour Persist, et donc on a tout harmonisé. Mais vous pouvez très bien développer en VB.NET. Alors, Persist permet-il d'atteindre des propriétés dans les vues instanciées, comme exemple, par exemple, les coordonnées d'un objet graphique? Alors non, Persist ne permet pas directement de le faire. Ce qui va permettre de faire ça, c'est la fameuse librairie HMI que quelqu'un a citée dans la question précédente. Donc c'est une librairie à laquelle on va accéder depuis Persist, c'est-à-dire qu'on va accéder à notre objet synoptique dans l'application en utilisant Persist, et ensuite on va demander à Persist de nous fabriquer l'objet HMI graphique qui correspond à la vue. Et là, on a un nouveau modèle objet, donc qui est documenté à partir de la prochaine version, qui permet d'accéder aux primitives graphiques, à leurs propriétés, donc position, dimension, couleur, fonction d'animation, fonction de commande. Alors, l'utilisation de Persist nécessite-t-elle une licence spécifique? Alors la licence nécessaire, c'est tout simplement la licence de développement à partir du moment où on veut sauvegarder des modifications dans les unités fonctionnelles de l'appli. Si ce qu'on veut faire, c'est que de la lecture, il n'y a pas besoin de licence. Si ce qu'on veut faire, c'est modifier les objets qui sont dans le dossier système, c'est-à-dire par exemple un petit programme qui viendrait régler les adresses d'un de serveurs fonctionnels pour adapter l'appli à une plateforme, ou alors si on modifie uniquement le dossier bibliothèque de paramètres, comme ces deux dossiers-là peuvent être modifiés sans licence de développement, eh bien depuis Persist, c'est pareil. Si on fait des modifs que là, pas besoin de licence. Donc, uniquement une licence pour sauvegarder des modifs sur l'appli. Je sais pas, on a peut-être déjà répondu à cette question. Peut-on modifier les vues avec Persist? Voilà, c'est ce qu'on vient de dire tout à l'heure. En fait, il faut utiliser la librairie HMI qui sera documentée à partir de la prochaine version. S'il y a vraiment des gens qui ont des besoins qui ne peuvent pas attendre le mois de juin, ils peuvent nous contacter. On doit pouvoir leur fournir un PDF avec la doc en question. Avec Persist, puis-je manipuler mes propres classes d'utilisateurs? La réponse est oui, puisque les classes utilisateurs, une fois qu'elles sont intégrées dans Panorama par un descripteur de classe, deviennent des objets standards. Donc, comme tout objet standard, il est manipulable par Persist. Très bien, Julien et François, on va de toute façon passer à la dernière question. Et ensuite, on vous laissera terminer le sondage si vous ne l'avez pas terminé, mais je crois que 95% des personnes présentes aujourd'hui ont répondu. Alors la dernière question, ce sera les évaluations de valeurs en pourcents sont-elles autorisées et le calcul est-il réalisé? Alors les évaluations en pourcents, donc elles peuvent être créées dans les composants, les références, puisque c'est au moment où on instancie le composant qu'elles sont évaluées. Donc si, par exemple, dans notre objet station qu'on a vu dans la démo, il y en avait des évaluations, puisqu'en fait, les petits objets vannes et pompes qui étaient à l'intérieur de la station récupéraient les valeurs des propriétés qu'on a configurées par Persist grâce à des évaluations. Donc, c'est une utilisation tout à fait standard, c'est-à-dire que si les évaluations étaient prévues dans le modèle, au moment où Persist instancie le composant, effectivement, les évaluations sont faites. Voilà, donc là on voit, on a ici parent ADD1 qui est référencé, et quand on va dans l'instance, l'évaluation a été faite. Voilà. Par contre, bien entendu, tout comme dans Studio, si on est sur l'objet station 1 ici, on ne peut pas saisir une référence puisque l'objet est déjà instancié, l'évaluation ne peut plus se faire. Donc c'est la même utilisation que dans Studio, aux mêmes endroits.
Très bien, merci beaucoup à vous deux pour cette présentation et pour les réponses à ces questions. Alors dans le cas où vous n'avez pas eu de réponse, vous recevrez une réponse personnalisée hein, par mail. Voilà, ce web séminaire est maintenant terminé. On a été ravis de vous accueillir puisqu'on était plus de 90 connexions aujourd'hui. Donc 90 connexions, ça veut dire des fois plus de personnes derrière la connexion, hein, des fois 3 ou 4. Donc voilà, merci encore beaucoup pour votre participation et votre fidélité. Bonne journée à vous tous et on espère vous revoir sur l'environnement web séminaire Panorama.